Le design humain est un outil qui peut être bien sûr utile pour tout le monde parce qu'il nous permet de mieux nous connaître et de nous reconnecter à notre nature profonde, mais à la base, il a été créé pour les enfants. Ou plutôt, je devrais dire pour les parents, pour les aider à accompagner leurs enfants tout en respectant leur structure unique et leur permettre d'exprimer leur potentiel naturel qu'ils ont depuis la naissance, tout en optimisant leur qualité de vie. Alors déjà, il faut savoir que les enfants, dès la naissance, en fait, ils vivent naturellement leur design. Et en fait, il y a le conditionnement par la suite qui va aller les modifier, entre guillemets. Mais à la base, quand ils naissent, c'est tout à fait naturel pour eux de vivre leur design. Et moi, je le vois très souvent, en fait, quand on observe les enfants, ils sont souvent beaucoup plus proches que les adultes de ce à quoi correspond leur matrice énergétique. Et en fait, si la société était bien faite, bon, ça c'est subjectif, parce que en réalité, la société, elle est comme ça. Si elle est comme ça, c'est qu'elle doit être comme ça, c'est tout. Mais en réalité, si on les laissait vivre leur design pleinement, eh ben, ils pourraient naturellement exprimer tout leur potentiel de manière optimale en fait. Mais finalement, on vient en tant qu'adulte, en tant que société, en tant que parents, en tant qu'école, on vient les conditionner et étouffer tout ça, étouffer leur façon de fonctionner naturelle en pensant bien faire finalement, parce que la société elle est construite comme ça, c'est pour le bien de tous, bon à ce qui paraît. Nous, si on éduque nos enfants en leur disant de faire comme ci, de faire comme ça, de manger comme ci, de jouer comme ça, c'est aussi en général pour leur bien. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit en fait. Par contre, grâce au design humain, je pense qu'on peut réellement mieux les comprendre. Surtout quand ils sont en bas âge et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, qu'ils ne peuvent pas parler. Souvent, c'est uniquement leur corps qui s'exprime. Et le design humain peut vraiment nous donner des pistes en fait pour comprendre certains comportements. On est souvent nous-mêmes conditionnés et on conditionne en fait les enfants de la façon dont nous on a été conditionnés parce qu'on nous a dit que c'était pour notre bien. Et puis il y a plein de règles aussi dans la société. Par exemple, à table, on est tous censés ne pas parler la bouche pleine, on est censé ne pas gigoter dans tous les sens, ne pas se lever de table lorsqu'on mange. Bon, il y a plein de règles comme ça, là je parle de la nourriture, mais par exemple il y a des enfants qui ont une stratégie nutritionnelle où ils sont censés manger en mouvement, justement. Et ça, c'est quelque chose que parfois, naturellement, on va dire à un enfant, bon allez, maintenant t'arrêtes de gigoter, tu manges. Alors que lui, peut-être qu'il a besoin justement d'être dans le mouvement pour mieux assimiler la nourriture. Après, ça peut être aussi pour le sommeil. On nous dit souvent que par exemple, un enfant, il faut qu'il se couche tous les jours à heure fixe. Et bien par exemple, ça pour un générateur, c'est pas du tout correct parce qu'en fait, un enfant générateur, il est censé aller se coucher quand son réservoir d'énergie est épuisé, sinon il ne peut pas dormir ou il ne pourra pas dormir de façon optimale, on va dire. Contrairement par exemple aux enfants réflecteurs, aux enfants projecteurs, aux enfants manifesteurs, pour qui par contre il est bien de se coucher avant d'être complètement épuisé. Voilà, il y a plein de petites notions comme ça qui ne sont pas forcément en accord avec les règles que la société nous impose, les règles auxquelles on a été habitué. Et finalement, quand ça bloque à un certain niveau, eh ben, le design humain, il peut débloquer des pistes. Après, moi, je pense sincèrement que même si le design humain nous donne beaucoup d'informations, ce n'est pas quelque chose qui doit être forcé. Par exemple, si vous voyez que votre enfant, il a une stratégie nutritionnelle qui est faite pour manger dans le mouvement, n'allez pas lui forcer à courir en mangeant sa compote en fait, ça deviendrait complètement loufoque. Je pense que le design humain est plutôt là pour nous aider à accepter, nous aider à comprendre et nous aider à accepter certains processus naturels qui vont parfois contre les règles que la société nous a imposées. Il y a autre chose, par exemple le système scolaire, il est complètement inadapté à la plupart des enfants. 70% des gens ont le centre cœur, donc le centre de l'ego, le centre de la volonté ouvert. Ils ne sont donc pas faits pour s'engager, pour forcer, pour travailler dur. Et le centre de l'ego, c'est le centre le plus vulnérable au conditionnement et il peut avoir un impact vraiment très négatif sur la santé par la suite. Après, je le répète, c'est vraiment pas fait pour culpabiliser les enfants. Ils sont jeunes, même si on les force à travailler alors qu'ils ont un centre de l'ego ouvert. C'est pas ça qui va leur faire avoir des problèmes de santé tout de suite, comme ça, maintenant. Mais je pense que c'est important d'en avoir conscience et du coup
d'amener la communication vers cette notion. De toute façon, vous faites au mieux. On a bien conscience que le zéro conditionnement, c'est pas possible et surtout, on n'est pas du tout fait pour ça en tant qu'être humain. Mais le design humain peut vraiment nous apporter comme je l'ai dit tout à l'heure, de la compréhension, mais aussi de l'acceptation et de l'indulgence. Alors chaque enfant est unique et a sa matrice énergétique propre bien évidemment, mais après on peut trouver certaines similitudes selon les types énergétiques. Par exemple le projecteur, l'enfant projecteur, son plus grand besoin, c'est ce besoin de reconnaissance, qui va d'ailleurs être sa stratégie par la suite. Et un enfant projecteur, il est vraiment primordial qu'il se sente reconnu par ses parents. Un enfant projecteur, de manière innée, il va savoir si vous mentez ou non. Il a ce pouvoir qui est propre au projecteur, qui est de scanner les gens, de cibler les systèmes qui dysfonctionnent en quelque sorte. Donc vous ne pouvez pas lui mentir. Et si par exemple, il vous montre un dessin et que vous lui dites oui, il est très beau, et qu'en fait vous n'avez pas vraiment regardé, ça il va le sentir, et là il peut ressentir de l'amertume. Après le but ce n'est pas de mentir, mais de reconnaître ce qu'il est en train de faire, qu'il a fait un effort pour faire ce dessin par exemple, et qu'il est en train de vous le montrer, et qu'il a besoin à ce moment d'être reconnu. Je vais vous donner un exemple vécu. Une de mes amies d'enfance est projecteur, et je passais souvent toutes mes vacances d'été, enfin je passais vraiment énormément de temps chez elle pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, donc on s'est mis à faire des dessins. Donc on faisait nos dessins et après on a décidé d'aller les montrer à ses parents. Donc sa mère, quand elle a vu mon dessin, elle a dit « Oh waouh, qu'est-ce qu'il est beau !» Alors moi j'étais contente, mon dessin est beau, ok d'accord. Et par contre quand elle a vu le dessin de mon amie, elle a rigolé en fait. Elle a dit « Ouais bof hein !» Et en rigolant et en le prenant vraiment à la légère en fait. Et il faut savoir que nous, ça faisait des heures qu'on était en train de dessiner, qu'on y a mis vraiment tout notre cœur et qu'on était vraiment investis dans ce travail. Et mon amie, elle a été vraiment très vexée en fait. Elle s'est mise à pleurer. Et sa mère finalement, elle a réagi encore pire. Elle a rigolé en fait en disant « Oh bah alors mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures pour ça ?» Et c'est pas méchant hein. Finalement moi aussi à ce moment-là j'ai rigolé. J'ai dit « Mais ça va pas te pleurer pour ça, c'est ridicule. » Et cette histoire, elle m'en parle encore. On a mangé au restaurant il y a quelques mois, quand il n'y avait pas toutes ces histoires de Covid, et on en a parlé, et elle m'a dit à quel point ça l'avait touchée, à quel point elle en a souffert, alors que c'est rien, pour la plupart des gens, c'est rien, c'est pas grave. Donc c'est vraiment ce côté-là, ce besoin de reconnaissance par rapport à ce qu'il est. Et finalement, c'est pas vraiment le dessin en soi qui a été fait et qui a été montré à sa mère qui l'a vexée. C'est pas tellement que le dessin soit moche ou pas, mais c'est plus comme si elle n'avait pas été reconnue pour sa propre valeur. Un projecteur, il faut savoir qu'il n'est pas fait pour faire, mais pour être. Et le fait de ne pas être reconnu pour ce qu'il est, ça le rend particulièrement vulnérable. Pour les enfants manifesteurs, ce qu'on retrouve, c'est surtout un besoin de liberté. Si vous avez un enfant manifesteur, le mieux, c'est vraiment de lui laisser un espace de totale liberté, un espace sécurisé, et de lui laisser le plus de liberté possible en fait dans cet espace, qu'il puisse faire ce qu'il veut et ne pas lui dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, oh non mais c'est ridicule que tu fasses ça, c'est pas bien, mais pourquoi tu fais ce dessin là, dessine plutôt une baleine, enfin voilà. Un enfant manifesteur, pour développer sa créativité et la mettre en lumière, a besoin de cette liberté. Et il est important, pour qu'il puisse ensuite respecter sa stratégie qui est d'informer, de lui apprendre à demander la permission. Mais attention, pour lui apprendre à vraiment vous demander la permission et de ne pas faire les choses en cachette, il est important que lorsque c'est possible, de tout faire pour accepter sa demande. Parce que la stratégie d'un manifesteur adulte, c'est pas de demander la permission justement, c'est d'informer et ensuite de faire. Je demande vraiment à tous les parents d'enfants manifesteurs, lorsqu'ils vous demandent la permission de faire quelque chose, d'accepter tant que c'est possible, tant que ça ne met pas sa vie en danger. Si c'est par exemple un manifesteur qui a une ligne 3, une ligne martyre, qui a besoin d'expérimenter quelque chose, même si c'est quelque chose qui va le mettre en danger, imaginons, il est préférable d'accepter et de l'accompagner en fait. Par exemple, s'il est tout petit mais qu'il veut mettre le plat dans le four qui est chaud, et ben, au lieu de lui dire non, non, c'est trop dangereux, ne fais surtout pas ça, l'aider à le faire, mais en l'accompagnant, en sécurisant au maximum les lieux pour pas qu'il se brûle. Sinon, en fait, il y a vraiment ce risque qu'il le fasse par la suite en cachette. Parce que si l'enfant manifesteur, surtout avec une ligne martyre, a envie d'expérimenter quelque chose, il a de fortes chances qu'il le fasse,
même s'il n'a pas le droit. Donc je pense vraiment que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de lui autoriser. Et si c'est un petit peu dangereux ou un petit peu délicat, de l'accompagner, d'être là. Pour les enfants générateurs et générateurs manifesteurs, ce qui est vraiment important, c'est de les aider à conserver leur connexion naturelle avec leur centre sacral. En tant qu'enfants, ils sont naturellement connectés à leur centre sacral, à leur plaisir, à leur élan spontané, à leur énergie vitale. Et c'est souvent à cause du conditionnement qu'ils s'en déconnectent en fait et qu'ils apprennent à faire des choses avec le mental. Un enfant générateur, souvent, si vous lui demandez « Est-ce que tu veux manger du chocolat ?» il va vous répondre spontanément « Oui !» et il va se lever, enfin il va y avoir ce mouvement en avant naturel. A contrario, vous allez dire « Est-ce que tu veux manger des choux de Bruxelles ?» il va faire « non, beurre !» Enfin, il y a vraiment ces bruits qui sortent des tripes et qui sont vraiment cette voix du sacral qu'on connaît chez le générateur. Et on a tendance à dire, en tant que parent, à dire « Non, tu me réponds par oui ou par non, arrête de faire ces bruits d'animaux. » Alors que l'enfant, à ce moment-là, il est justement pleinement connecté à son centre sacral. Et en fait, il est aussi très important de lui apprendre à dire non. À dire non lorsque le centre sacral ne veut pas. À dire non même à vous. Et c'est à vous aussi d'accepter que votre enfant vous dise non, même si, par exemple, vous avez prévu de lui faire plaisir, d'aller aller faire du manège ou peu importe, et que votre enfant vous dit non, bah vous aurez tendance peut-être à avoir envie de forcer le truc. Vous avez prévu l'après-midi pour ça, ça fait 2 semaines que c'est prévu, on a organisé avec les amis, tout ça, et vous aurez envie de le motiver. Bon, allez, si, on se force, on a promis à tout le monde, tout ça. Alors que justement, pour lui apprendre à respecter sa stratégie et son autorité, il est bon de tout annuler, surtout s'il a le centre de l'ego ouvert, de tout annuler et de dire excusez-nous, on vient pas finalement, et de le laisser faire finalement ce qui le fait vraiment vibrer à ce moment-là. Pour l'enfant réflecteur, c'est aussi un peu particulier parce qu'en fait l'enfant réflecteur, il va vous refléter énormément. Et ça peut être difficile parfois à vivre en tant que parent, d'avoir un enfant qui vous reflète en pire ou en mieux, enfin en amplifié en tout cas. Et l'enfant réflecteur, en fait, il va avoir une énergie qui est fluctuante, il va être très sensible à son environnement, être très sensible aux autres enfants. Et il est important de lui apprendre dès son plus jeune âge de respecter en fait son énergie fluctuante, de respecter son identité fluctuante, de respecter sa volonté fluctuante. Enfin, tout bouge énormément et je pense qu'il faut lui apprendre dès son plus jeune âge à se laisser du temps. À se laisser du temps avant de prendre des décisions et de ne pas essayer de prouver sa valeur. C'est un enfant qui va vraiment être sensible en fait à la qualité de son environnement et il faut vraiment faire attention à son bien-être. Enfin, lui apprendre à lui faire attention à son bien-être. À ne pas rester avec d'autres enfants s'il ne se sent pas à sa place avec eux. Et il y a de fortes chances qu'il se sente un petit peu en décalage avec les autres, surtout au niveau de l'énergie. Il peut avoir tendance à absorber l'énergie sacrale des autres enfants et se laisser dépasser en fait par la puissance de cette énergie et se retrouver épuisé. C'est un enfant qui, comme l'adulte réflecteur d'ailleurs, va être très lié aux astres, très lié à l'énergie lunaire et finalement il a un fonctionnement qui est unique. Après il y a énormément d'autres choses qui vont rentrer en compte. Par exemple, si vous avez le centre du plexus solaire qui est ouvert et votre enfant a le centre du plexus solaire défini, il est important d'avoir conscience en fait que vous allez ressentir ces émotions et que vous allez les ressentir de façon amplifiée et que parfois c'est pas aussi grave que ça en a l'air finalement et qu'il n'y a pas besoin vous de vous mettre dans des états pas possibles parce que votre enfant est par exemple en train de pleurer. C'est aussi intéressant lorsque par exemple votre enfant il a un centre splénique ouvert, que vous votre centre splénique est défini et en fait votre enfant dans ces cas-là il risque d'absorber vos peurs et de les amplifier. Et c'est un fonctionnement tout à fait naturel en fait, mais il est bon de le savoir et d'en avoir conscience. Ça permet de comprendre certaines choses et parfois de débloquer certaines situations. Il y a aussi les différentes autorités. Par exemple, si vous avez une autorité émotionnelle et que vous êtes fait pour prendre votre temps avant de prendre une décision importante et que votre enfant il a une autorité instinctive, lui c'est l'inverse. Il n'a pas du tout le même rythme au niveau de sa prise de décision. Lui il est fait pour prendre des décisions dans l'instant présent. Voilà, là j'ai donné quelques petits exemples qui me viennent à l'esprit maintenant, mais il y a vraiment des milliards de possibilités différentes et le design humain peut permettre vraiment de comprendre son enfant dans ses différences en fait. Si vous avez le même type énergétique que votre enfant, les mêmes
les mêmes centres définis, les mêmes centres ouverts, la même autorité. Parfois c'est plus simple, pas toujours, hein, parce que bien sûr tout le monde est unique, mais parfois ça peut être plus simple. Mais parfois votre enfant, il peut avoir un design complètement opposé au vôtre en fait. Et là c'est vraiment intéressant de s'y pencher parce que ça peut vraiment débloquer des situations en fait. En tout cas je pense sincèrement que de s'intéresser au design de votre enfant, c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez lui faire.